Et bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast avec Maxime qui joue. Bonjour. On se retrouve du coup et vous êtes l'auteur vous êtes chercheur au CNRS et vous avez écrit quelques livres dont Néolibéralisme et autogestion, l'expérience argentine Oui, tout à fait. de 2011 et Adieu au patronat, lutte et gestion ouvrière dans une usine reprise par ses salariés. Absolument. Et le plus célèbre de vos livres, Bourdieu et le travail. Et beaucoup d'autres livres aussi. Donc, vous avez fait récemment un livre qui s'appelle Décathlon ou les tactiques de la vertu. Comment vous avez fait pour enquêter on va dire. Alors, c'est une enquête collective, c'est-à-dire qu'on a été plusieurs chercheuses et chercheurs à se réunir pour essayer d'enquêter sur Decathlon, qui est une entreprise très connue en France. Mhm. Hein, tout le monde connaît cette enseigne, beaucoup de Français s'y rendent. Elle a été pendant très longtemps l'enseigne préférée des Français pendant plusieurs années. Et en fait, c'est une enseigne qui est connue parce que non seulement elle développe des produits innovants, mais aussi parce qu'elle entend en fait faire de l'entreprise une entreprise qu'on appelait citoyenne, c'est-à-dire qui défend un certain nombre de valeurs, des valeurs à l'égard de la société, mais des valeurs aussi à l'intérieur en direction de ses salariés. Et donc nous, on a voulu savoir en fait quelle substance avait cette vision citoyenne de l'entreprise, et c'est pour ça qu'on a décidé d'enquêter tous les 8. On était 8 enquêteurs à essayer donc d'examiner ces différentes facettes de la citoyenneté d'entreprise de Decathlon. Donc il y a Mhm. eu plusieurs volets. Il y a eu un volet en France, il y a eu un volet en Mexique, parce que c'est une enquête internationale, en Tunisie, et voilà, mais principalement en France. Ok. Et j'ai une autre question, du coup, vous allez bientôt sortir un nouveau livre Mhm. sur Décathlon encore. Tout à fait. On a un petit ouvrage qui va sortir aux éditions Raison d'Agir en août prochain avec Carélion en co-auteur. Là, c'est un morceau de l'enquête collective dont je vous ai parlé juste avant et qui est tiré en fait de ce qu'on appelle une observation participante, c'est-à-dire que pendant 3 mois, on a été vendeur au sein d'un magasin de Decathlon. Et là, la question, c'est pas nécessairement d'embrasser l'ensemble des facettes de la citoyenneté d'entreprise de Decathlon, mais plutôt de s'intéresser à un management, c'est-à-dire à leur forme de management au sein des magasins, puisqu'à Decathlon, il faut savoir que les salariés sont très autonomes, en tout cas, c'est une revendication de l'entreprise de leur laisser beaucoup de liberté. Ok. Et donc, en tant qu'enquêteur, on a passé 3 mois à observer ce qui était en fait concrètement cette autonomie au travail dans un magasin Decathlon. Ok. Merci. Et j'ai une autre question encore à vous poser à propos des sujets de vos livres. C'est vous qui les inventez ou on vous les impose? Alors non, en tant que chercheur au CNRS, on a une liberté presque absolue en fait dans le choix de nos thématiques. Donc tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé depuis ma thèse en fait ont été des sujets que j'ai choisis et qui ont été, si vous voulez, validés par mes publications et ensuite par mon recrutement au CNRS. Puisque quand on postule au CNRS, on postule pas simplement sur son CV, mais on postule aussi sur un projet de recherche. Et ce projet de recherche a été l'objet de discussions au moment de mon recrutement. Et c'est pour ça aussi qu'on m'a recruté au CNRS. Ok. Et du coup, encore une autre question, c'est à propos de votre premier livre. C'était les mêmes livres qu'aujourd'hui ou c'est plus vieux, moins expérimenté? Alors forcément, avec le temps, on s'expérimente. Voilà, on a de plus en plus en fait de ficelles du métier, hein, comme on dit en général. Après, je pense qu'il y a quand même des choses qui restent. La méthode, hein, par l'ethnographie. L'ethnographie, ça consiste à aller sur le lieu et observer les gens, leurs pratiques, discuter avec eux, Mhm. rester longtemps. Ça, c'est des choses que je fais depuis le début et que j'essaie de continuer de faire parce que je pense que c'est une méthode extrêmement intéressante pour comprendre ce dont on parle. Euh,
Mais effectivement, après, et puis après, il y a toujours la même thématique qui revient, même si c'est des terrains différents, sur la manière dont les salariés s'approprient leur entreprise, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est constant depuis maintenant presque 20 ans que je suis dans la recherche. Hmm. Et vous travaillez souvent en plus tout seul ou avec des gens? Alors, en général, je travaille depuis ces dernières années beaucoup avec des collectifs de chercheurs, des petits collectifs de chercheurs ou des plus grands. Et puis surtout, là, c'est vrai que j'ai développé ce qu'on appelle des compagnonnages de route hein, avec certains collègues avec qui je travaille plus fréquemment, comme Karel Lyon, Pierre Rouxel également, Guillaume Gourgue. Elles sont des collègues avec lesquels j'ai plus souvent l'habitude de travailler. Ok. Et à propos du métier, vous avez commencé à l'aimer quand? À vous intéresser? À la sociologie, à ce métier-là, Ouais, assez tôt en vrai, je pense au lycée. au Au lycée. lycée, quand j'ai découvert ce qu'on appelle les sciences économiques et sociales, j'ai découvert la sociologie à cette époque-là. Alors, notamment en première, je me souviens d'en avoir discuté avec ma professeure d'SES pour devenir professeur hein, ouais, de SES au départ. J'avais pas cette ambition de devenir chercheur parce que c'était même pas, ça m'a même pas traversé l'esprit. Mon horizon, mon ambition, c'était de devenir prof de SES au lycée. Et puis, je suis rentré à la fac et j'ai commencé à faire des sciences sociales et progressivement, ben, ça m'a plu. J'ai commencé à le faire de plus en plus et puis le métier de chercheur est apparu petit à petit en faisant mes études supérieures. Ah. Et du coup, à propos des études justement, Mhm. vous avez un peu, pour avoir votre doctorat, vous avez un peu galéré ou c'était plutôt facile? Alors moi, bizarrement, j'étais dans des conditions pas très bonnes puisque j'avais pas de contrat pour faire ma thèse. J'ai dû travailler à côté. J'ai eu une bourse pendant un an pour partir en Argentine. Donc ça a été très bénéfique pour moi parce que ça m'a soulagé pendant un an. J'avais pas besoin de travailler. Mais tout le reste du temps de mon doctorat, j'ai dû travailler à côté pour subvenir à mes besoins. Et donc, mais bizarrement, en fait, j'ai jamais trouvé ça compliqué. J'ai eu la chance de continuer mon sujet, le sujet que j'avais en master, ben, je l'ai continué en doctorat, donc ça n'a pas été très compliqué de commencer ma thèse, puisque j'avais déjà tous les contacts et que je savais sur quoi je partais. Et puis non, ça a été un vrai plaisir. Je suis parti longtemps en Argentine. Je me suis éclaté. J'ai rédigé ma thèse assez vite. Donc ça n'a pas du tout été une souffrance comme ça peut l'être pour certains collègues. Ok. Et aussi, encore une autre question. Dans votre laboratoire, est-ce que vous pensez devenir directeur ou c'est pas encore dans vos Alors moi, je n'ai codes? pas forcément envie de le devenir parce que être directeur, ça suppose assumer plein de tâches, notamment de management, dont j'ai pas trop envie de m'occuper. Mais effectivement, à un moment donné, c'est des choses qui vont se présenter. Je sais qu'il y a des collègues qui aimeraient bien que je le devienne, donc ça va peut-être arriver un jour, oui. Ok. Et dans votre, encore dans votre laboratoire, vous avez un laboratoire rempli que de sociologues ou il y a d'autres. D'autres disciplines? Oui, Non, il y a des économistes, il y a des historiens, il y a des ergonomes, même si effectivement, majoritairement, c'est des sociologues. ok. Et comment expliquer? Dans votre, dans votre métier, est-ce que, à votre avis, si il n'existait pas, on aurait, on aurait un manque? Ah, la question de l'utilité du métier de sociologue, Ouais, c'est une voilà. grande question. Oui, sans doute, puisque en fait, la sociologie, par ses recherches et par les formations qu'elle donne, elle permet de donner une réflexion à plein de gens qui travaillent dans le domaine du social. Donc, tout ce qui est les métiers de assistante sociale, les professeurs, et puis même pour les gens, les citoyens et les citoyennes en règle générale, puissent avoir une réflexion un peu plus éclairée en fait sur les phénomènes de société. Donc effectivement, moi tout seul dans mon coin, on a l'impression que si mon travail disparaissait, il n'y aurait pas beaucoup de conséquences. Mais en fait, l'ensemble de la communauté des sociologues, chacun à sa manière et de façon collective, apporte une pierre extrêmement importante
pour mieux comprendre la société, mieux défendre certaines valeurs aussi, le lien social, l'importance du lien social, du secteur associatif, de l'État, que les politiques publiques par exemple, en direction de la jeunesse, en direction pour réduire les inégalités. Si on n'avait pas toute cette réflexion-là et les effets de ces politiques-là, qu'on analyse beaucoup nous les sociologues, et ben la société serait sans doute plus violente, moins juste voilà, et plus violente et plus injuste, puisque l'injustice nourrit la violence. Ok. Et ben merci d'avoir participé à ce podcast. Merci pour votre invitation. Et ben à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.